Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karim Jafour, conseiller d'entreprise à la CCI dans un pôle mutation digitale et j'ai eu le plaisir d'organiser ce webinaire aujourd'hui consacré au référencement naturel et à l'évolution de l'algorithme de Google. Pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Dan Bernier, qui est un spécialiste du référencement, qui travaille pour une agence qui s'appelle Ineolab et qui va se présenter plus en détail dans quelques instants. Il va prendre la parole pour à peu près 30 à 40 minutes de présentation. On aura une période de questions suite à sa présentation. Vous pouvez poser vos questions par écrit dans le chat au fur et à mesure de sa présentation, mais en tout cas, on prendra plutôt les questions à l'issue de sa présentation. Je rappelle que la session est enregistrée, qu'elle sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Vous aurez le lien qui vous sera envoyé par mail à l'issue de ce webinaire. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Je vais laisser la parole à Dan et je le remercie encore pour son intervention. Merci Karim, merci pour l'invitation. Et bonjour à tous et à toutes. Je vais appuyer sur le bouton pour activer le partage. Donc simplement vous assurer que tout est OK. De notre côté, ça a l'air bon. Si jamais il y a un souci, bien sûr, n'hésitez pas à en faire part dans le chat. Et c'est Karim qui va gérer toute la partie technique. Bon, bienvenue à tous et à toutes. Je vais démarrer histoire de lancer le timing. Évidemment, vous aurez accès aux slides et au replay, donc n'hésitez pas. Alors, comme ça se fait habituellement, je vais commencer par me présenter. Donc voilà, je suis Dan Bernier, consultant SEO senior. Je suis strasbourgeois. Bien sûr, je mange des bretzels comme tous les Alsaciens. Voilà, donc moi je suis un passionné de SEO, spécialiste de SEO et mon mantra à moi c'est l'analyse comportementale. En fait, je m'intéresse à la manière dont les internautes se comportent justement sur les moteurs de recherche et sur les sites web dans le but d'améliorer notamment la conversion. Voilà, donc j'ai fondé évidemment mon agence Ineolab en 2010, ça commence un petit peu à remonter. Et à côté de ça, je suis très actif dans la communauté SEO française avec d'une part, je suis ambassadeur Alsace de l'association du SEO Camp. J'organise aussi des événements, notamment Hoplabiz. Et puis en fin d'année dernière, j'ai eu la chance, on va dire, d'accompagner Christian Méline, qui est le créateur des Métamos, dans le cadre d'un podcast qu'il a lancé qui s'appelle Antipods. Et voilà, il y a des replays qui existent sur LinkedIn et sur Twitter. Voilà, alors de quoi va parler cette conférence? Nous allons parler de Google. Voilà, comment résumer ça de la manière la plus simple? On va parler de Google concrètement et on va parler notamment des algorithmes. Donc l'idée en fait, c'est de remettre un petit peu tout le monde au même niveau. Donc voilà, je vais commencer, on va dire, par deux petits rappels, histoire de remettre un petit peu les choses au niveau. Ensuite, on va parler de l'évolution des algorithmes depuis 2020 à peu près, donc il s'est passé quand même pas mal de choses. Et évidemment, on va parler de 2024 et ce qui nous attend par rapport à Google. Et bien sûr, vous donner des tips, parce que c'est ça l'idée, des tips actionnables pour que vous puissiez mettre ça en œuvre sur vos sites, qu'ils soient sites e-commerce, sites de contenu ou le site de votre entreprise. Et l'idée, évidemment, c'est qu'à la fin, je réponde à toutes vos questions. OK? On est chaud, alors c'est parti. Alors, on va commencer juste avec deux petits rappels, histoire de se remettre un petit peu dans le bain. Dans Google, en 2023, on a les stats fin 2023, c'était quoi? C'était ça, je vous ai mis les deux stat counter. Donc, on a le pourcentage d'utilisation des moteurs de recherche dans le monde là à gauche, c'est 92% pour Google et en France, c'est 91%. Donc, on parle de Google parce que c'est pas seulement le leader, il est quasiment tout seul. Évidemment, bon, dans certains pays, il y en a qui utilisent Yandex ou peut-être Bing. Et en France, évidemment, on a peut-être quelques utilisateurs là qui traînent au fond de la salle qui utilisent Quant. Mais en gros, on est tous sur Google. Ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est Google qui est le développeur, on va dire, des fonctionnalités qui existent pour les moteurs de recherche et les autres, en général, appliquent. Première information. Deuxième information qui va avoir son importance après, c'est cette étude. Alors, elle date de 2020, mais bon, c'est la plus récente qu'on a sur le sujet. Google, en 2020, c'était un index de pages, donc une base de données d'environ 400 milliards de pages.
Donc, ce que ça veut dire, c'est que chaque fois que Google lance une analyse pour répondre finalement à la requête de l'internaute, bah, il doit analyser potentiellement 400 milliards de pages et peut-être un certain nombre de milliards en plus. Donc, c'est quand même assez compliqué pour Google pour trouver la bonne information, mais justement, on va en reparler. Donc, je vous ai mis quand même le lien de l'étude qui a été réalisée par Cyrus Shepard. Bon, c'est en anglais, mais vous trouverez un moyen de traduire tout ça. Et il y a plein d'informations intéressantes en fait sur la manière dont l'index de Google a été monté. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire cet article. Alors voilà, on s'est fait un rappel un petit peu rapide, mais avant de parler de 2024, on va dire des améliorations de Google, étant donné que j'imagine que tous et toutes, vous n'êtes pas habitués avec le mode de fonctionnement du moteur de recherche de Google et notamment de son algorithme, on va reprendre un petit peu les bases et on va d'abord parler de l'algorithme de base et de ses évolutions. Donc, l'algorithme de base de Google, ce que vous devez comprendre, je vous ai remis vraiment la définition Wikipédia qui est, je pense, la plus simple à comprendre. C'est tout simplement l'ensemble des traitements mathématiques appliqués aux pages web qui permettent au moteur de déterminer le classement dans les pages de résultats. Quand un internaute tape une requête dans le champ de recherche, Google il va déclencher son algorithme et il va aller chercher la page qui correspond le mieux, qui répond le mieux, on va dire, en termes de pertinence. Donc, c'est un moteur de recherche, tout ce qu'il y a de plus standard, et il va récupérer, on va dire, ce résultat en fonction du contenu, évidemment, de la requête, et puis du contexte. Voilà, la localisation, est-ce que c'est une requête locale, est-ce que l'internaute est connecté? Ça, c'est le fonctionnement un petit peu de base. Évidemment, cet algorithme, il est amené à évoluer, il est en perpétuelle, on va dire, évolution. Il connaît un petit peu des mises à jour quotidiennes. En fait, on a l'habitude de dire qu'il y a l'algorithme de base, dont je vais vous parler juste après, et puis il y a des calques qui sont appliqués, on va dire, suivant les situations. Il y a certains calques qui, avec le temps, ont été intégrés, on va dire, dans le moteur de recherche de Google et qui font maintenant partie du moteur de recherche. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les principaux, on va dire, critères qui sont pris en compte par l'algorithme de base, aujourd'hui, ils sont connus. Voilà. C'est comme ça, on va dire, plus ou moins depuis 98, ça n'a pas trop changé. C'est-à-dire que concrètement, dans les critères, vous avez des aspects qu'on pourrait appeler les éléments structurels, c'est-à-dire l'URL de votre page, le nom de domaine, est-ce que c'est un .fr, est-ce que c'est un .com. Donc ça joue un petit peu dans les critères. On a les aspects techniques, sur quel type d'hébergement votre site est installé, est-ce que les pages se chargent rapidement, est-ce que vous avez un titre de page qui est optimisé, donc la fameuse balise title, qui est un des critères les plus importants pour Google. C'était déjà le cas en 98, c'est toujours le cas en 2024. Évidemment, le contenu texte, puisque Google il cherche le contenu qui va répondre à la requête de l'internaute, donc c'est important. On parlera après de qu'est-ce que c'est qu'un bon contenu, qu'est-ce que c'est qu'un contenu de qualité, mais voilà, à la base, c'est quand même ça qui est important. Il faut savoir qu'un contenu qui a des éléments de mise en valeur, donc par exemple du gras, par exemple un listing, par exemple du sous-titrage, c'est important pour Google parce que ça lui permet de comprendre, d'avoir une lisibilité plus importante, on va dire, de votre contenu. Donc tout ça, c'est intégré dans l'algorithme de base. Et puis on a aussi des aspects, on va dire, liens externes et liens externes, liens internes et liens externes, pardon. Donc liens externes, c'est les backlinks, c'est les liens qui viennent des autres sites et qui pointent vers vous. Ils ont leur importance, leur nombre, leur qualité et surtout leur thématique. Puis les liens internes, bon, c'est un peu plus compliqué, mais en gros, sachez que les liens qu'il y a entre vos pages, c'est aussi important pour Google. Voilà. Donc ça, c'est l'algo de base. Évidemment, depuis les années 2000, il y a eu beaucoup de mises à jour de cet algorithme. Et moi, je vais vous parler des principales qui ont eu lieu depuis 2020. Et il y en a déjà eu beaucoup. 2020, c'était pas il y a si longtemps que ça, c'était il y a 4 ans. Mais il y a eu énormément de mises à jour. Et moi, je vais vous en parler en détail de celle-là. Donc, on va parler en 2020 de BERT, on va parler de MUM, on va parler des signaux web essentiels, aussi connus sous le nom de Core Web Vitals. On va parler de la Headful Content, très importante mise à jour, une des plus importantes, on va dire, des 10 dernières années. On va parler de 2023, il y a beaucoup de choses à dire sur 2023, mais je vous l'ai fait en 2-3 slides. Et puis, bien sûr, la raison de votre présence aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer en 2024 ? Est-ce qu'on va avoir la SGE, la fameuse Search Generative Experience? Eh bien, je vais vous détailler tout ça. L'idée, c'est dans chaque slide, j'ai essayé de vous faire ça simple, parce que les algos, c'est quand même assez compliqué. Donc, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et puis, peut-être un petit tips,
si ça peut vous aider pour améliorer finalement votre site web. D'accord? Donc, on va commencer avec BERT. Alors, BERT, c'est quoi? C'est Bidirectional Encoder Representation from Transformers. Vous aurez tout de suite compris que je maîtrise l'anglais à la perfection. Alors, ce n'est pas tout à fait un algorithme, c'est plutôt l'infrastructure qu'a mis en œuvre Google pour pouvoir gérer, on va dire, le volume extrêmement important et l'évolution très importante du web. En fait, BERT, c'est vraiment un système justement qui utilise le NLP, donc le traitement de langage naturel, et qui va être capable de faire la différence entre une question et une affirmation, entre une demande locale par rapport à une demande nationale, qui va être capable de comprendre si l'internaute il est dans une recherche de comparaison ou s'il cherche que de l'information. Voilà, c'est vraiment ces aspects un peu de langage naturel en fait dont est capable BERT. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu pas mal d'autres mises à jour avant, entre 2010 et 2020, mais quand Google annonce BERT, il nous annonce que c'est la plus importante évolution dans la recherche du web de tous les temps. Donc on est vraiment sur un truc vraiment monstrueux, enfin selon la communication de Google, et on va vite se rendre compte que ça fait maintenant partie, on va dire, de l'algo de base, ça fait partie de Google, c'est intégré. Je vais vous parler après de mises à jour qui ne sont pas forcément intégrées, qui vont se déclencher dans certaines situations. Donc ça, c'était en 2020. En 2021, quasiment dans la foulée, Google nous annonce une autre évolution, donc MUM, pour Multitask Unified Model, donc c'est le modèle unifié multitâche. À nouveau, c'est censé être voilà, 1000 fois plus puissant que ce qui a été fait précédemment, la plus grosse révolution jamais inventée sur le web. On avait l'impression d'avoir Apple en face de nous, genre ceci est une révolution, ça va tout changer. Donc c'est vrai que même par rapport à BERT est très important, très impressionnant, et tellement impressionnant et tellement compliqué, complexe à mettre en œuvre que MUM n'est pas intégré dans Google. C'est vraiment un système qui se déclenche au besoin. C'est-à-dire, je vous donne voilà, deux exemples précis. En 2021, ils ont utilisé MUM, puisque c'est vraiment un algorithme qui utilise l'intelligence artificielle de manière très, très poussée pour de la recherche tout simplement sur les vaccins anti-Covid. Donc, ils ont détourné l'utilisation de recherche pure dans une base de données qu'ils auraient pu utiliser pour Google, pour le web, et ils l'ont utilisé voilà, pour faire de la recherche de vaccins anti-Covid. Assez étonnant, mais c'est pour dire qu'ils peuvent faire ça. Et puis en 2022, pour se rapprocher un petit peu plus de ce qui nous intéresse, ils ont utilisé MUM justement pour identifier les pages qui apparaissaient au feature snippet. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le feature snippet, c'est la position 0. Quand vous tapez une requête, par exemple, vous avez un petit bloc qui apparaît avec un fond ombré comme ça, avec une première information. Ou par exemple, quand vous tapez une requête, il y a écrit autre question posée, puis vous avez des questions qui apparaissent. Tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard, bien sûr, c'est le résultat d'une réflexion, et cette réflexion, elle est faite notamment par des algorithmes dont je vais vous parler après. Mais ici, pour MUM, qui avait vraiment besoin de savoir si les choix étaient les bons. Voilà. Donc, ça me permet de faire une petite parenthèse parce que je vous en ai pas forcément parlé, mais sachez que l'IA, l'intelligence artificielle chez Google, ne date pas de 2024. L'IA chez Google, ça date de 2015 et d'un autre algorithme qui est un peu plus ancien, donc je ne vous en ai pas parlé, c'est RankBrain. Et voilà, Google, ils ont une habitude, on va dire, de l'utilisation de l'IA. Ce qui va changer en 2024, c'est différent, c'est plutôt pour l'internaute, je vais vous en parler après. On enchaîne avec 2021. Alors 2021, c'est un moment aussi particulier parce que c'est à partir de ce moment-là que Google commence à communiquer sur le fait qu'il s'intéresse réellement, non pas aux critères purement techniques, mais il s'intéresse aussi un petit peu au comportement de l'internaute et à l'expérience utilisateur justement que pourrait avoir l'internaute sur vos pages, le fameux UX. Donc, cet algo, justement, il valorise l'expérience utilisateur. Il va se concentrer, on va dire, sur certains aspects comme la vitesse de chargement, l'interactivité de la stabilité visuelle. Donc, simplement, quand la page de votre site se charge, est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de savoir qu'il se passe quelque chose ou si au contraire, il y a un problème. Voilà, et puis des aspects techniques. Donc, je ne rentrerai pas trop dans les détails. Sachez qu'il y a pas mal d'informations sur le web, sur le sujet, avec ces fameuses métriques qu'il faut optimiser, donc le FCP, le FID et le CLS. La seule info que vous devez retenir, c'est qu'en mars 2024, ils ont modifié en fait une des métriques pour la remplacer par la INP, parce qu'ils se sont rendus compte que
pas forcément très utile. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils gratuits comme Google Lighthouse qui vous permet justement d'identifier ce qui pose problème dans vos pages, essayer de les améliorer. Important de le savoir, le fait d'avoir un site à 100% validé pour les Core Web Vitals, c'est pas ça qui va vous faire arriver premier sur votre requête. Voilà, c'est un critère qui joue, mais c'est pas le plus important. Bon, on sait en général quand même que si votre site il est bien positionné, il a du bon contenu, vous avez de l'autorité, enfin vraiment vous répondez aux critères, mais que quand l'internaute il arrive sur la page, ça met 15 secondes à charger, c'est sûr que vous allez avoir un petit problème. Probablement, l'internaute va partir et du coup, il ne va pas acheter votre produit, il ne va pas faire de demande de contact. Donc, c'est important quand même de s'intéresser à ça. Mais sachez qu'avoir tout dans le vert, ça ne fait pas de vous le numéro uno. Voilà. En 2022, alors 2022, nouvelle année importante avec le lancement de la Helpful Content. Alors, on aurait pu la mettre en 2023 parce que c'est vrai qu'elle a été lancée en décembre, hein, à la base décembre 2022. Mais encore une fois, c'est une mise à jour enfin, c'est quasiment un raz-de-marée à l'échelle, on va dire, de ce que ça peut être, parce que Helpful Content va vraiment s'intéresser à la manière dont les contenus sont rédigés sur le web et va faire une différence, non pas entre un contenu de bonne qualité et un contenu de mauvaise qualité, mais entre un contenu utile pour l'internaute et inutile. Et on change un petit peu de paradigme parce que qu'est-ce que c'est que la qualité? C'est très difficile de définir la qualité. Voilà, pour les humains, c'est déjà difficile, mais alors pour une machine, c'est encore plus difficile. Par contre, utile à l'internaute, dans un sens, c'est un petit peu plus facile. Je vais vous parler après d'autres algorithmes qui sont lancés en 2023, où justement Google travaille beaucoup pour essayer d'identifier qu'est-ce qui est utile. Et pour ça, il utilise la meilleure machine qui existe sur Terre, à savoir l'être humain. Voilà, vous allez voir après, je vais vous en parler. Ils analysent vraiment les comportements des internautes sur les pages, c'est assez impressionnant. Voilà, donc cet algorithme, il récompense l'éducation, l'information et il pénalise les contenus qui sont conçus uniquement pour le tromper. On parle évidemment des outils qui génèrent des contenus à la volée dans le seul but de créer du contenu pour du contenu. Bon, ça sert à rien. Il faut que le contenu il soit utile. Ça sert à rien d'écrire 1000 articles sur votre blog s'il n'y en a qu'un seul qui est vraiment intéressant. Il vaut mieux peu de contenu intéressant que plein de contenu pas intéressant. Ok? Voilà, donc évitez de produire du contenu de faible qualité qui ne répond pas réellement aux besoins des utilisateurs, on va avoir l'occasion d'en parler, et puis évitez le contenu généré par IA mis en ligne sans vérification. Ça, on va en parler de l'IA après, mais sachez que vous prenez un contenu, vous ne le vérifiez pas, l'IA peut dire tout un tas de bêtises, faut quand même éviter, il faut faire une petite vérification. Donc Helpful Content, je vous ai dit, première version décembre 2022, mais il y a eu 2 autres mises à jour en 2023 et ils ont précisé, on va dire, le fonctionnement de l'algorithme. On va en parler après parce que par rapport à SGE, il y a une petite incidence. 2023, donc c'est l'année avec pas mal de mises à jour. Il y en a eu 9 principales et plus d'une centaine mineures, donc quand même assez importantes. Là, je vais vous en parler de 2 précisément et ensuite quelques petites surprises. Donc d'abord, on a la spam update. Donc ça, il faut savoir que c'est une mise à jour qui a lieu tous les ans à peu près depuis 2011. Donc c'est vraiment, pour le coup, là, c'est une mise à jour qui est appliquée aux besoins et qui va effectuer des modifs. Ce n'est pas intégré dans l'algorithme de base. C'est à un moment donné, il lance cette mise à jour et puis tous ceux qui ont abusé en utilisant des techniques interdites, bam, ils se font dégager. C'est aussi pour ça peut-être que vous avez votre site, vous avez peut-être remarqué que sur votre niche, sur votre secteur, vous avez un concurrent qui est arrivé très très vite, il est monté au-dessus de vous, ouais, il cartonne et puis un jour, boum, il redescend tout en bas. Ça, c'est peut-être parce qu'il a été pénalisé par une spam update. Donc, évidemment, assurez-vous que vous respectez les directives de Google. Ça peut paraître bête, mais aujourd'hui, l'intégralité des directives de Google sont disponibles en français ou dans n'importe quelle langue sur leur site. Il suffit de les lire. Bon, vous pouvez demander à ChatGPT aussi de vous résumer, mais en gros, si vous respectez les directives, vous n'aurez jamais de problème. Il faut éviter les techniques un peu de margoulin, du genre utiliser du texte caché ou des liens cachés. Il faut éviter le bourrage de mots-clés. Bon, a priori, aujourd'hui, plus personne fait ça. Mais faites attention quand même, quand on vous promet monts et merveilles pour être premier dans Google en 3 jours, c'est impossible. Et même si c'est possible, il y a quand même cette épée de Damoclès qui est quand même très dangereuse. La spam update, c'est tolérance zéro. Il trouve un problème, il vous éclate tout le site.
Donc faites quand même très attention. On a vu beaucoup de situations où ça se passait mal. Voilà, vous n'avez pas la possibilité de revenir en arrière sur une spam update, c'est vraiment très, très difficile. En 2023, on a eu aussi une nouvelle mise à jour qu'on ne connaissait pas, qui est vraiment assez étonnante. Enfin, je vais vous expliquer après pourquoi, mais moi je pense qu'elle est vraiment, elle ajoute quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, cette mise à jour, elle ne concerne uniquement les pages de votre site. Donc déjà, ça c'est important, c'est pas tout le site entier, c'est uniquement les pages qui proposent un contenu de comparaison, donc un comparatif entre plusieurs produits, des guides d'achat, des tests produits ou des témoignages. Et aussi les pages avec des avis, des témoignages, des avis clients. En fait, Google s'est rendu compte d'une chose, d'une part, c'est qu'il y avait des gens qui manipulaient en créant des faux avis, en créant des faux contenus. Et puis, il y a une autre réalité, c'est que Google, il a un ennemi, c'est Amazon. Donc, il n'aime pas du tout Amazon. Hein, ils ont bien une guéguerre entre eux depuis pas mal d'années. Et il s'est rendu compte, évidemment, qu'il y a un gros marché qui existe aujourd'hui, c'est l'affiliation, c'est-à-dire vous êtes une marque, vous êtes une entreprise, vous n'avez pas envie de payer la publicité sur Ads, vous allez demander à des affiliés de vous amener des clients. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rédiger des contenus sur votre marque, sur votre produit, et grâce à un lien, il va être rétribué. Donc, je fais un résumé rapide, hein, c'est un peu plus compliqué, mais en gros, c'est l'idée. Du coup, c'est un manque à gagner en termes d'argent pour Google. Et Google, c'est pas l'armée du salut, hein, c'est une entreprise américaine, ils sont là pour faire des dollars. Donc, ils sont totalement contre l'affiliation. Cette mise à jour, elle est directement orientée vers les sites d'affiliation. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot, ça les attaque directement. Le problème, c'est que les autres sites sont aussi concernés. C'est-à-dire que vous avez un blog où vous donnez votre avis sur des sujets divers et variés, voilà, cette mise à jour peut arriver. Donc, c'est difficile. Il faut essayer de créer des contenus qui soient authentiques, qui présentent une véritable expertise et des vrais tests. En gros, si vous n'avez pas testé le truc et vous faites des captures d'écran à la va-vite, ça risque de se voir. Là, on est vraiment sur une mise à jour d'application, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils ont besoin, ils vont appuyer sur le bouton et hop, ça va nettoyer un petit peu leur base de données. C'est un peu comme la spam update. Voilà, donc 2023, assez important. Je voulais aussi ajouter cette petite slide qui résume en fait ce qu'on a appris du procès antitrust contre Google. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aux États-Unis, il y a un gros procès qui est encore en cours justement sur la position, on va dire, hégémonique de Google sur les moteurs de recherche. Et donc, ils ont été dans l'obligation de fournir des informations concrètes sur le fonctionnement du moteur de recherche de Google. Donc, autant dire que nous, les SEO, on a sabré le champagne parce que là, on avait vraiment la réalité. Toutes ces annonces-là sont des annonces officielles qui ont été validées, voilà, confirmées, tout ce qu'on veut, quoi. Donc déjà, première information, peut-être vous ne saviez pas, mais Google analyse les comportements des internautes sur la SERP, sur la liste de résultats, pour améliorer le positionnement des sites. Donc ça, évidemment, c'est une grosse nouveauté parce que nous, on l'imaginait, on avait l'impression que c'était le cas, mais on n'avait pas la confirmation. Là, on a eu la confirmation. Donc, on a notamment appris qu'il faisait appel, bon ça on le savait déjà, aux quality raters, hein, je vous explique après ce que c'est, à des évaluateurs humains, donc des vraies personnes, ce n'est pas des IA, ce n'est pas des machines, et ils vont comparer des SERP, des listes de résultats, pour essayer d'évaluer leur qualité respective. Donc ils demandent à des vrais humains de savoir si le résultat, il est mieux ici ou il est mieux là. Quand même intéressant. Alors c'est quoi les quality raters? Je vous fais vite fait le résumé. Quality Rater, c'est environ entre 15 et 20 000 personnes, donc qui sont des êtres humains, qui travaillent pour Google, et leur travail, c'est d'évaluer si le résultat qui est fourni par le moteur de recherche, il correspond en fait à ce qui est attendu. Et le guide des Quality Raters, c'est le lien que je vous ai mis là, c'est le guide qu'ils reçoivent, dans lequel il y a toutes les directives qu'ils doivent respecter. D'accord? Ce guide, vous pouvez le lire, vous verrez, il y a 187 pages, bon, écrit en pixel 10, hein, donc c'est assez imbuvable, mais par contre, on apprend des choses très intéressantes. Notamment, je vous donne un exemple précis, il y a une question qui est posée, est-ce que lorsque vous avez lu ce contenu, est-ce qu'il vous a donné l'impression que ça avait été écrit par un expert du sujet? Incroyable, l'impression, c'est pas est-ce que ça répond à des critères précis, c'est l'impression, votre impression en tant qu'être humain. Donc déjà, on sort des critères techniques purs, on rentre dans est-ce que vous avez l'impression que ce contenu, c'est vraiment un contenu d'expert. Voilà, et le Quality Raters, il est chargé d'évaluer sur ce type, voilà, de principe. Donc, gardez toujours ça en mémoire. Il y a
il y a toujours quand même un petit peu de flou. C'est pas voilà, nombre de mots, nombre de fois qu'on utilise le mot. C'est est-ce que ce contenu, vraiment, vous en êtes fier, vous pouvez le montrer à votre mère ou à votre père, et que réellement on comprend de quoi il s'agit et on comprend que vous êtes un expert en rédigeant ce domaine, cet article. Voilà. Donc ça, c'est une première information. Autre algorithme qui est utilisé apparemment depuis pas mal d'années, c'est le NavBoost. Ça a pas mal causé là sur Twitter là, ces 2 derniers mois sur le sujet. Donc là, c'est un algorithme qui va tout simplement analyser le comportement des utilisateurs sur la SERP. Il va regarder les clics, il va regarder les taux de clics, le nombre de fois que votre lien est cliqué par rapport à un autre. Il va regarder justement des aspects de qualité, c'est-à-dire est-ce que l'internaute il se balade sur le site, il clique sur les liens, il va sur le menu. Voilà, il va entrer en fait en ligne de compte et la mesure, c'est vraiment le comportement de l'internaute. C'est plus les critères techniques qui étaient utilisés avant. Donc, hyper important de mesurer ça en temps réel, si vous avez la possibilité de le faire. Il y a des outils qui sont possibles. Et puis, vous pouvez utiliser par exemple la Search Console qui va vous fournir, alors pas tout à fait en temps réel, il y a 2-3 jours de délai, et ça suffit. Et si vous regardez, on va dire, les requêtes du top 10 et que vous voyez une position qui ne bouge pas, mais par contre un CTR qui baisse, il y a peut-être le NavBoost qui est en train de s'appliquer. Donc faites attention à ça. Enfin, l'IS-Score, donc ça c'est un peu plus compliqué, je vous ai mis le résumé, mais en gros c'est un algorithme qui est là pour ajuster, surveiller les modifications de l'algo par rapport à la recherche. Donc là aussi, c'est un algorithme qui est très puissant pour essayer d'identifier l'intention de recherche. Donc l'intention de recherche, pour ceux qui ne savent pas, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement la raison pour laquelle la requête elle est tapée. Par exemple, si je tape pizza dans Google, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux connaître l'adresse de la meilleure pizza à Strasbourg? Est-ce que je veux savoir ce que veut dire pizza? Est-ce que, voilà, ça veut dire quoi? Donc là, l'intention, elle n'est pas facile. Par contre, si je tape meilleure pizza Strasbourg, là, c'est déjà un petit peu plus précis. En plus, la présence de la ville, c'est que Google ne va pas m'afficher des recettes de pizza. Il va m'afficher les adresses ou les lieux ou les articles qui parlent de la meilleure pizzeria de Strasbourg. Vous voyez, l'intention, c'est ça. Donc, tout le travail de Google, c'est d'essayer d'identifier cette intention. Et votre travail à vous, en tant que créateur de site et éditeur de site, vous devez aussi essayer de comprendre cette intention. C'est important. Super, on va parler de 2024 maintenant, puisque c'est ce qui nous intéresse. Alors, à quoi est-ce qu'on va s'attendre en 2024? Peut-être qu'on pourrait s'attendre à SGE, donc la fameuse Search Generative Experience. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est pas tout à fait un algorithme en réalité, c'est même pas tout à fait un algorithme. Ça pourrait être un changement de la manière dont les résultats en fait s'affichent dans Google. Alors, avant de vous montrer une petite démo là, chose hyper importante à savoir, c'est qu'aujourd'hui SGE est indisponible en France et en Europe. Il n'y a aucune date de sortie annoncée de manière officielle, de manière officieuse. Et SGE est uniquement disponible en bêta dans d'autres pays, comme les États-Unis, l'Inde, voilà, l'Argentine, enfin voilà. Alors pourquoi on n'a pas d'annonce de sortie? Parce que en fait Google a un sérieux problème, et vous allez vite comprendre, c'est que SGE, le principe de SGE, c'est que quand un internaute tape une requête, l'IA de Google va aller chercher quelle pourrait être la réponse la plus pertinente et il va fournir une réponse. Mais quand il fournit une réponse, elle est basée sur son impression à lui de l'information qu'il a récupérée. C'est comme si on interrogeait ChatGPT et qu'il nous fournissait l'info tout de suite. Sauf qu'il y a un problème qui est un petit peu caché sous le tapis avec ChatGPT, c'est quid de la légalité? C'est-à-dire quelle est la légalité de la récupération d'informations qui appartiennent à d'autres pour le fournir à quelqu'un? Si moi demain je fais un copier-coller de Wikipédia, j'ai pas le droit de le faire. Il y a des droits d'auteur, j'ai pas le droit de récupérer n'importe quel contenu et d'en faire ce que je veux. Je peux pas prendre n'importe quelle image, la mettre sur mon site ou la mettre dans ma plaquette commerciale. J'ai pas le droit de le faire. Il y a des lois. Il y a des lois, et oui. Et même Google en est conscient. Google en est parfaitement conscient parce que justement, en 2021, ils ont perdu un procès très très important contre l'Union européenne. Ils ont pris une amende, je crois, de 2,6 milliards d'euros, donc c'est quand même pas de la plaisanterie, qui sont en train de payer, mais ça prend un peu de temps, comme vous imaginez. Donc Google n'a pas du tout envie de lancer un outil sans avoir la certitude qu'ils sont protégés d'un point de vue légal. Et il n'y a pas que la France qui est concernée, c'est l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, tous les pays d'Europe.
Donc, lancer un outil aussi complexe que celui-là, qui respecte les règles et les droits de tous les pays, en Europe, bah, c'est compliqué. Bon, apparemment, les États-Unis, ça ne leur pose pas de problème, mais bon, en tout cas, en Europe, c'est un problème. Donc, actuellement, moi, personnellement, et je vous donne vraiment mon avis personnel, je pense que SGE ne sortira pas en 2024 parce que ça représente trop de complexité. Par contre, ça pourrait très bien arriver. Alors, ceux qui se posent la question, celles et ceux qui se posent la question, je vais vous montrer une petite démo. C'est très, très rapide. Donc, on va le refaire assez vite donc sur cette vidéo-là. Je suis sur Google. Donc, je vous précise, hein, c'est Google US. La démo date de décembre 2023. Et voilà, ça a peut-être changé 10 fois depuis et peut-être que le résultat sera complètement différent. Ici, donc, je tape, je ne sais pas si vous voyez le curseur de ma souris, mais on tape notre requête. Voilà, j'appuie sur Search et voilà le IA génératif qui se déclenche. Tac. OK, donc on l'a vu, hein, ça a mis un petit peu de temps, genre il était en train de réfléchir. Et voilà, sur ce fond bleu apparaît le résultat que l'IA de Google vous a affiché. Donc on est quand même assez proche hein, de ce qu'on avait avant. Si je reviens juste en arrière ici, tac. Ici, on a donc le Google Shopping, hein, la publicité de Google. Ici, là en bas, le DOS Audio Choosing Waterproof, bah, c'est le premier, le top 1, hein, finalement, le premier résultat. Et puis SGE pourrait apparaître entre les deux. Donc vu comme ça, bon, on se dit, c'est quand même super. Hein. Pour info, alors attendez, hop, je mets juste une petite pause là pour vous montrer un truc. Donc on avait le top 1, c'était DOS Audio. Et on voit bien qu'ici, il nous a repris le numéro 1, le top 1 ici sur la droite. Hein, je ne sais pas si vous voyez sur les 3 blocs, donc choosing, buying et how to buy, on voit que le DOS Audio est là. Donc l'IA de Google a récupéré le contenu qui était top 1, a considéré que c'était bien, il l'a affiché. Donc bon, on est très content. Qu'en est-il du coup de SGE? Donc chose importante à retenir, c'est qu'on a remarqué dans les tests qui ont été effectués que SGE se déclenchait souvent sur les requêtes d'achat e-commerce. Par exemple, que me conseilles-tu car je veux changer d'iPhone, par exemple. Et là, il va dire, ben voilà, tel ou tel, cet iPhone-là, le dernier iPhone, voilà ses avantages, bon, voilà ses inconvénients, son prix. Tu peux aussi l'acheter en reconditionné, des choses comme ça. Donc souvent, les requêtes un peu B2B, B2C, purement shopping, SGE avait l'air de se déclencher. Il a l'air aussi de se déclencher sur les requêtes locales. C'est l'exemple que je vous disais avant. C'est vrai que quand vous demandez à Google quelle est la meilleure pizzeria de Strasbourg, en fait, il va souvent vous afficher celle qui a le plus d'avis, alors que ce n'est pas tout à fait ce que je cherche. Je cherche vraiment un témoignage finalement. Et ben, en général, SGE va se déclencher en disant moi, je pense que c'est celle-là et voici mes arguments. Donc, voilà ce qui se passe. OK, donc déjà, c'est quand même assez précis. Ça n'apparaît pas sur toutes les requêtes, certaines requêtes. Pour l'instant, actuellement dans les bêtas, dans la bêta qui est aux États-Unis, SGE cite ses sources, donc il va dire d'où viennent l'information qu'il a récupérée avec l'URL vers la page. Voilà. Et si on peut, on va dire, donner des tips sur qu'est-ce qu'il faut faire pour s'y préparer, moi, ce que je vous conseille, c'est de développer vos signaux EAT. Je vais vous en parler juste après de l'EAT, donc pour ceux qui se posent la question. Créer des contenus hautement qualitatifs parce qu'évidemment, la SGE, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle utilise quand même les algorithmes de Google comme Helpful Content pour identifier le contenu comme étant utile à l'internaute. Donc, il y a de fortes chances qu'il aille analyser les contenus qu'il considère comme étant hautement qualitatifs et qu'il ignore les autres. Et puis, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est l'objectif, le but de Google depuis toujours, c'est de trouver ce que veut l'internaute et qu'est-ce qui est le plus pertinent. Donc, si vous êtes capable d'identifier et d'analyser la demande de l'internaute, grâce au comportement, ben, vous irez, on va dire, dans la même direction que Google et ça pourra être pas mal. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que l'EAT? Je vous explique. Donc, l'EAT, c'est les fameuses directives qui sont transmises aux quality raters. Donc, c'est bien plus, c'est pas des critères, c'est plus de l'ordre du concept. Mais c'est vrai que les appliquer, les respecter, c'est quand même avoir une chance supplémentaire d'avoir un site considéré comme étant qualitatif. Donc EAT, c'est pour expérience, expertise, autorité, confiance. D'accord? Donc il y a vraiment 4 parties très précises qui sont présentées dans ce guide. Et justement, l'expérience, par exemple, eh ben, c'est est-ce que les contenus réalisés, enfin rédigés,
ils ont été testés? Est-ce qu'ils sont réellement authentiques? C'est un vrai sujet en fait, hein, parce qu'il y a plein de contenus quand même sur le web qui sont rédigés par des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent et qui n'ont même pas testé l'outil, qui n'ont même pas mangé dans le restaurant en question. Donc il y a beaucoup de faux avis, il faut être honnête. Donc cette partie-là, c'est vraiment l'expérience qui est différent hein, avec l'expertise. L'expertise, c'est plutôt la compétence, c'est-à-dire est-ce que la connaissance, la qualification, est-ce que le contenu a été rédigé par un expert ou une experte du domaine? Est-ce que cette personne sait de quoi elle parle réellement? Si demain on la rencontre dans la rue, si on lui pose une question, est-ce qu'elle peut nous répondre? Voilà, donc c'est tous ces sujets. C'est vraiment important de faire la différence entre les deux. L'autorité, bon, ça c'est un aspect qui est fondamental chez Google, hein, si vous n'êtes pas au courant, c'est un pilier du SEO. Il faut que votre contenu il ait de l'autorité, il faut qu'il soit populaire, ça veut dire qu'il faut qu'on en parle, quoi. Et tous les moyens sont bons pour en faire, pour faire parler de votre contenu. Donc, il faut aller dans cette voie-là. La confiance, c'est le dernier point qui est aussi très important chez Google depuis toujours, c'est est-ce qu'on a confiance finalement dans le site web qui édite cette page? Est-ce qu'on a confiance dans la personne qui rédige ce contenu? C'est un truc un petit peu plus global. Il y a on va dire, des moyens d'expliquer ou de montrer justement qu'on peut avoir confiance. Je prends un exemple tout simple parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit. Vous avez un site, vous avez une formation en ligne, ben, présenter les certifications, montrer que le pharmacien qui rédige les contenus, ben, il a son diplôme. Voilà. Ça peut paraître bête, mais c'est ça qui joue dans la confiance. Il ne suffit pas juste de dire je suis pharmacien et puis voilà, très bien. Non, il faut le montrer, il faut le prouver. Et si vous êtes capable de le prouver simplement, ben, vous aurez tout gagné sur la partie confiance. D'accord? Voilà. Je vais vous parler de mes prédictions. Donc, petit disclaimer, c'est mon avis personnel, évidemment. Chaque SEO va avoir un petit peu son avis. Moi, il y a des aspects que je pense qui sont plus importants, qui vont être plus importants en 2024. Mais de toute façon, de manière générale, un petit peu tous les ans, peut-être là, avec le fait qu'il y a l'arrivée de l'IA, hein, c'est quand même un truc assez important. Voilà, donc on parle tous les jours de l'IA, hein, je pense que vous êtes submergé d'informations, mais pour moi, 2024, ça sera l'année de l'internaute. Pourquoi? Parce que Google nous a prouvé qu'il se servait des comportements de l'internaute pour améliorer le ranking des sites. Ok, il utilise l'IA peut-être pour analyser ces données-là. Ok, l'IA est utilisée comme un assistant, mais ce n'est pas l'IA qui décide. C'est encore l'internaute qui clique sur le lien, c'est encore l'internaute qui fait une demande de devis, c'est encore l'internaute qui achète le produit. Donc, votre cible, ça doit être l'internaute. D'accord? Donc, vous devez vraiment prendre en compte les besoins de vos internautes, de vos cibles. Vous devez identifier, savoir de quoi ils ont besoin, quelle est leur problématique et comment ils se comportent sur votre site. On entend souvent, hein, et moi je le vois souvent aussi, ben voilà, on a eu X milliers de visites, X temps de conversion, on a peut-être eu 2% de conversion, hein, on est super fiers parce que la moyenne nationale c'est 1,5. Ok, super, mais ils font quoi les 98 autres pourcents? Ça fait quand même beaucoup, ça fait un potentiel énorme. Ben, essayez de vous intéresser à ces 98%, essayez de comprendre pourquoi ils ne vous contactent pas, pourquoi ils ne s'abonnent pas à votre newsletter, pourquoi ils n'achètent pas vos produits. Alors, je ne dis pas que grâce à ces outils, hein, je vous présente deux outils, donc Hotjar et Clarity, vous allez multiplier par 10 ou par 100. Mais rien que si vous passez à 3 ou 4% en conversion, déjà, vous allez éclater la concurrence et puis vous allez travailler sur quelque chose qui existe, qui est présent pour vous. D'accord? Donc, en deux mots, Hotjar, c'est un outil qui est gratuit jusqu'à un certain point. Je crois que c'est 20 000 pages vues par mois, donc il y a quand même une petite marge. Après, ça devient payant. Et par contre, Clarity, c'est un outil 100% gratuit. Par contre, c'est fait par Microsoft. Donc, voilà, les données sont hébergées aux États-Unis. Voilà, faut être conscient de ça. Clarity, c'est vraiment un outil de carte de chaleur qui vous permet d'afficher le comportement des internautes. Concernant l'IA, parce que finalement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'IA, bon, c'est pas une tendance, hein, c'est pas une mode. Hein. Pour ceux qui se posent la question, c'est pas ouais, on en parle en ce moment, on n'en parlera plus de maintenant. L'IA, c'est le présent. Voilà. Aujourd'hui, tout est en IA, voilà, il faut s'adapter. C'est dommage, mais ou c'est peut-être un problème pour certains, mais voilà, il va falloir s'y faire, en fait. Il va falloir s'y faire et plus vite vous en comprenez le fonctionnement et l'intérêt pour votre business, et plus vite vous allez avoir un avantage, on va dire, sur vos concurrents. Donc, quelques tips. Bon, vous n'êtes pas obligé de tout savoir sur le sujet, mais intéressez-vous peut-être aux GPT custom, les GPT personnalisés. Donc, c'est des GPT qu'on peut créer et il n'y a pas besoin d'être un codeur. Hein, on lui demande, on lui propose ce qu'il va faire et puis il va le reproduire.
il va être capable de le faire. Donc, ça vous donne en fait la capacité d'intégrer assez facilement des process IA directement dans votre entreprise. Si vous avez vraiment peur de SGE parce que vous avez des sites e-commerce, vous avez des sites comparatifs, ben, vous pouvez tester SGE sur Google US. Les requêtes que vous tapez sur la France, ben, vous allez les taper sur Google US. Donc, il y a des moyens de se connecter sur Google US en utilisant des petits programmes, mais ça fonctionne assez facilement. Et comme ça, vous voyez le résultat. Et si vous voyez que actuellement les sources qui sont utilisées, ce n'est pas les vôtres, ben, activez-vous, sortez-nous du contenu de qualité, travaillez votre autorité. Et quand SGE va arriver en France, eh ben, ça sera vous les experts et pas les autres. D'accord? Donc, on a du bol, j'ai envie de dire pour une fois. Google nous annonce quelque chose qui va arriver, mais pour l'instant, ce n'est pas là. Donc, il faut en profiter. Il y a des mises à jour qui arrivent du jour au lendemain. Hein, donc, voilà. Et puis, dernier point, je vous en ai parlé, démontrez votre expérience, votre expertise aux yeux de Google, mais surtout aux yeux des internautes. Soyez authentiques. À nouveau, je le dis et je le répète, l'IA, le fait de générer un contenu par l'IA n'est pas pénalisé par Google. Google ne pénalise pas un contenu généré par l'IA. Il pénalise un mauvais contenu. Il pénalise un contenu qui ne répond pas à l'intention de recherche. Donc, si vous faites un contenu qui répond à l'intention, qui soit rédigé par l'IA, amélioré par vous, rédigé par un expert du domaine qui n'est pas un rédacteur web, et bien, a priori, si c'est utile, ça va fonctionner. D'accord? Voilà. Si on veut finir avec le mot de la fin, soyez agile. Voilà. Merci à vous. Ça va être l'occasion de démarrer la partie questions-réponses. Avec plaisir pour en parler. Karim, es-tu là? Oui. Oui, en effet. Merci Dan. De rien. Je crois que pour l'instant, il n'y a pas de questions, j'en ai pas vu en tout cas, mais n'hésitez pas. Alors, si, alors attendez, hop. Alors, il y a une question de Marie. Alors, quid de l'algorithme quand on a un média web dont l'objectif est d'avoir un taux de rebond entre 70 et 80%? Alors, le taux de rebond est une métrique qui n'existe plus depuis le lancement de GA4 de Google Analytics 4 au 1er juillet 2023. Ils ont supprimé cette métrique au profit du taux d'engagement. Donc, pour rappel, le taux de rebond, c'était le nombre d'internautes qui arrivaient sur une page et qui quittaient le site au bout de, on va dire, d'un critère de temps passé. Et il y avait un calcul qui était fait par rapport à ça. Ils ont transformé ça, maintenant ils appellent ça le taux d'engagement, c'est le nombre d'internautes qui arrivent sur un site, sur votre site, sur votre page et qui effectuent des actions, qui peut être scroller, cliquer sur un lien, regarder une vidéo, passer du temps sur le site. Donc la question du taux de rebond, pour moi, elle n'a plus de sens. Elle n'avait déjà pas beaucoup de sens avant, mais aujourd'hui, elle n'a plus de sens. On va plutôt parler du taux d'engagement. Donc, tu peux juste me répéter la question, s'il te plaît? Quid de l'algorithme quand on a un média web dont l'objectif est d'avoir un taux de rebond entre 70 et 80%? Voilà, donc si on part du principe que l'objectif, ça serait d'avoir un taux d'engagement du coup entre 20 et 30%, si on inverse, on fait dans l'autre sens, en fait, l'algo, il va s'intéresser justement au comportement, à l'engagement de l'internaute. C'est-à-dire, c'est pas seulement le fait d'arriver sur la page, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que si on a un contenu long, est-ce qu'il scrolle jusqu'en bas? Est-ce que si on a des call to action, est-ce que l'internaute clique dessus? Donc tout ça, c'est important. Et ça, vous pouvez le vérifier avec les cartes de chaleur et même les cartes de chaleur Clarity. Même si c'est gratuit, vous pouvez sélectionner les pages sur lesquelles vous voulez que la carte de chaleur se déclenche. Et comme ça, vous allez pouvoir voir en fait quel est le comportement et adapter en conséquence. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi ici, c'est qu'à un moment donné, toutes vos pages n'ont pas vocation à être top 1 sur toutes les requêtes de la Terre. À un moment donné, il faut que ça réponde à l'intention. Si l'intention, c'est une intention d'achat et que vous avez un contenu blog information, ça ne va pas aller. Les deux intentions ne peuvent pas aller. Donc, si vous êtes peut-être 30e sur la requête, vous ne serez jamais premier, vous ne serez jamais 3e, vous ne serez jamais premier. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous créez un contenu qui soit vraiment transactionnel. Quels sont les avantages de la solution? Pourquoi est-ce que vous devriez acheter chez nous? Pourquoi vous devriez nous faire confiance et pas chez les concurrents? Enfin, ce genre de choses. Et là, vous allez créer un contenu et c'est ce contenu-là qui va aller se positionner sur cette requête qui, elle, est transactionnelle. Parce que l'internaute, ce qu'il veut, c'est pas de baratin, il veut un formulaire pour contacter, il veut un numéro de téléphone pour appeler, voilà, il veut être dans l'action, quoi. Donc, c'est ça que vous devez identifier grâce aux cartes de chaleur. Et oui, ça a une incidence directe sur votre ranking. Donc, si vous n'arrivez pas à vous positionner, ou si actuellement vous êtes bien positionné, mais que vous avez des taux d'engagement qui sont faibles,
moi, j'aurais peur, quoi. Il faut commencer à améliorer vos pages dès maintenant, voire à créer des nouvelles pages. Voilà. Ok, merci. Une question de Claire. Pouvez-vous nous donner un exemple de l'utilisation de ChatGPT dans le process? Alors, il y a des centaines d'exemples de ChatGPT qui peuvent exister, mais je peux vous donner un tips pour justement améliorer vos pages. Alors ça, c'est un très bon exemple. ChatGPT, notamment la version 4, est très très fort pour proposer des solutions. Ce que vous faites, c'est que vous faites une capture d'écran de la page que vous voulez améliorer. Donc, que ça soit un article de blog, que ce soit une landing page ou n'importe quoi. Vous prenez cette capture. Ensuite, dans votre prompt, vous dites à ChatGPT, voilà l'objectif de cette page. L'objectif, c'est la demande de contact via le formulaire, par exemple. Mes internautes, voilà leur profil. Ce sont des professionnels dans les métiers du bâtiment qui ont besoin de telle et telle, enfin qui ont telle et telle problématique. Mon objectif, à moi en tant que créateur de site, c'est ça. Je veux améliorer le taux de conversion de ce genre de choses. Et ensuite, vous prenez des captures d'écran d'autres sites, d'autres pages que vous trouvez intéressantes, vous pensez que celle-là fonctionne, celles de vos concurrents qui sont devant, et vous envoyez ça à ChatGPT. Vous lui dites, je veux que tu me fournisses les améliorations que je vais devoir appliquer sur ma page pour atteindre, on va dire, le niveau qu'ont les autres. Et vous allez voir, ChatGPT, il va vraiment se baser sur ce qu'il voit et sur les données que vous lui avez données. C'est là où ChatGPT est surpuissant, c'est quand on lui fournit de la data. Ce qui est la pire erreur à faire, c'est partir du principe genre, hey, ChatGPT, comment je m'appelle, qui suis-je? Il n'en sait rien, ChatGPT, c'est une machine. Par contre, si vous lui dites, voilà ce que je veux, voilà l'état des lieux et voilà l'objectif vers lequel je veux aller, alors là, c'est toute la puissance de l'IA qui se déclenche, cette capacité d'analyse que lui, il a. Faites ça. Autre chose, autre conseil qu'on moi on m'avait donné au tout début que j'avais trouvé débile, mais qui en fait est juste fondamental, soyez simple. Voilà. Demandez-lui comme si vous demandiez à votre collègue. Ne partez pas dans de la complexité. À un moment donné, bon, bah, je veux améliorer ce contenu. Je trouve qu'il n'est pas assez pertinent, que je ne comprends pas de quoi ça parle. ChatGPT, améliore-moi ce contenu, fais en sorte qu'un enfant de 5 ans comprenne de quoi ça parle. Voilà, aussi simple que ça. N'entrez pas voilà, dans des prompts complexes. Voilà, en quelques mots, parce qu'on pourrait en parler vraiment pendant des heures. Mais alors, moi, ce que je vous conseille, si vous êtes en recherche de prompts et de choses comme ça, faites plutôt une recherche plutôt que sur le prompt concrètement, c'est comment lui parler. Il faut parler du contexte, il faut lui expliquer quel est l'objectif, il faut lui expliquer de quel point de vue, en fait, il doit fournir la réponse. Parce que si vous lui dites rien, il va faire n'importe quoi, ou alors il va faire des hallucinations, c'est-à-dire il va vous dire, bien sûr, 2 plus 2 égale 5, il n'y a aucun problème, évidemment, je suis convaincu, je peux vous citer 50 sources. En fait, il aura tort parce qu'il est programmé pour fournir une réponse, même si elle est fausse. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. Je voudrais juste peut-être compléter un petit peu parce que quand tu parles du premier exemple, donc de fournir des captures d'écran de son site, de sites concurrents, il va donner des recommandations, mais ça va être des recommandations sur le contenu. Je pense qu'il ne sera pas capable à ce niveau-là d'aller dans les métadonnées, donner des recommandations liées à la technique. Non, On est bien sûr d'accord. que non, parce qu'il y a une capture d'écran, mais c'est vrai qu'il va être capable de repérer en disant, ah tiens, c'est bizarre, eux, ils ont 3 call to action, vous en avez qu'un seul, en plus le leur est plutôt placé au-dessus de la ligne de flottaison, alors que le vôtre, non. Voilà. Mais après, encore une fois, vous pouvez lui envoyer le code HTML des pages. Hein. Alors ça, vous pouvez le faire. Vous les mettez dans des fichiers texte et vous dites, ça, c'est ma page, ça, c'est celle des concurrents, et là, il va analyser l'HTML avec code interpréteur, donc qui maintenant est intégré dans ChatGPT 4, il est capable d'interpréter le code. Donc ça, c'est vraiment très, très fort. Mais le problème, c'est qu'il faut l'orienter. Il faut vraiment lui dire ce que vous voulez. Parce que si vous lui balancez juste la page, la plupart du temps, il ne va pas trop savoir quoi faire. Il va sortir un peu n'importe quoi. Donc oui, ça peut être utile. Il y a aussi un autre aspect, j'en ai pas parlé, j'ai parlé des GPT custom, mais si vous voulez aller un peu plus loin, il y a ce qu'on appelle les agents autonomes, qui sont vraiment des IA copilotés, c'est-à-dire qu'on lui fournit un objectif, on lui dit ce qu'il doit faire et comment il doit le faire, et derrière, il le fait tout seul. Et il est capable de créer des tâches et tout ça. C'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, mais si le sujet vous intéresse, c'est plutôt intéressant. On peut créer vraiment des assistants complets. Il faut quand même mettre un peu de contrôle dessus, hein, parce que sinon, ça reste une IA, il peut être capable de faire n'importe quoi et de le reproduire. Il y a quand même des choses intéressantes qui sont possibles à faire avec ces agents autonomes.
Non, intéressant. On pourrait en parler pendant des heures. Alors, on va avancer parce qu'il y a d'autres questions. Alors, merci pour cette conférence intéressante. Quels sont les programmes que l'on peut utiliser pour l'accès de Google SGE dans Google USA? Alors, pour accéder à Google SGE, vous tapez ça dans Google, vous mettez comment accéder à Google SGE avec un VPN. VPN. C'est un simple outil, enfin un simple outil, pas si simple, mais c'est un outil que vous installez sur votre ordinateur et en fait, il va simuler que vous faites partie d'un réseau aux États-Unis. Et du coup, quand vous allez ouvrir Google, c'est plus Google FR qui va apparaître, c'est Google US, parce qu'il va considérer que vous êtes dans le pays. Donc, c'est vraiment un programme à utiliser. Enfin, faites attention quand vous l'utilisez, hein, parce que si vous êtes en Chine, par exemple, vous allez avoir des problèmes. Hein. Donc voilà, c'est un truc à utiliser qui vous permet d'accéder du coup comme si vous étiez là-bas. Ça fonctionne avec tous les pays, hein. C'est pas que pour les États-Unis. Par exemple, pour vous donner un exemple, quand ChatGPT était interdit en Italie là l'année dernière, bah, c'était le seul moyen pour les Italiens d'accéder à ChatGPT. Ils utilisaient un VPN et comme ça, ils donnaient l'impression finalement à ChatGPT d'être en France ou en Espagne et hop, ils avaient accès à l'outil sans problème. Voilà. Ok, merci. Alors, oui, il y a une question un petit peu complémentaire de Gilles, un autre participant. En utilisant Google US afin de tester SGE, est-ce qu'on peut véritablement tester le moteur avec une recherche française? Donc, ça concerne un site 100% français. Malheureusement, non. Non, non, on ne peut Non? pas. En effet, le test, c'est de voir comment le SGE se comporte avec les Américains. Et c'est vrai que ça, c'est un aspect qui est important, c'est que moi, je pense que la recherche aux États-Unis, c'est pas la même qu'en France. Donc, le résultat des requêtes, même les contenus qui sont rédigés, forcément, ça va pas être pareil. C'est pas le test idéal, c'est pas le test scientifique, mais au moins, ça vous donne un peu une idée. Ce que vous pouvez faire, c'est tester, on va dire, des requêtes américaines sur des typologies de requêtes qui vous concernent et vous verrez comment SGE se comporte. Si vous avez un site e-commerce qui vend des produits informatiques, par exemple, bah, vous allez pouvoir voir comment aux États-Unis ça se passe. Ça ne vous donnera pas la réponse absolue, mais ça vous donnera une idée. Voilà, je reviens à ce que je disais avant, il y a des mises à jour qui ont été mises en ligne par Google, c'est arrivé du jour au lendemain, personne ne les a vus venir, ça a mis des coups de taquet à tout le monde. Là, on a peut-être l'occasion de voir un petit peu, d'essayer d'évaluer comment ça peut marcher. Et ce qu'on voit, c'est que le contenu qualitatif est toujours mis en avant. Le contenu pauvre, généré à la va-vite, les fiches produits où il n'y a rien, où il n'y a même pas d'avis client et tout ça, ça apparaît même pas dans SGE. Donc ça a une importance. L'EAT a une importance pour SGE, c'est ce qu'on remarque. La bêta, elle est en place quand même depuis quelques mois, donc je pense qu'il faut aller dans cette voie-là. Et au pire, j'ai envie de dire, au pire, l'EAT, c'est un concept fondamental chez Google. Donc au pire, ça servira toujours pour votre SEO, quoi, si jamais SGE n'est pas lancé, quoi. Voilà. Ok, merci. Alors, il y a une question de Jimmy. Est-ce qu'il est toujours intéressant de créer un contenu, donc une page web, par mots-clés? Euh, comment je peux répondre simplement à cette question? Alors, pour moi, comment dire, une page va forcément avoir un top mot-clé sur lequel elle va se positionner, mais en réalité, une page, un contenu se positionne sur des milliers de mots-clés, des centaines de milliers peut-être. Donc, dire je fais une page pour une requête, c'est faux. C'est en fait, on fait plutôt une page pour une thématique de requête, pour un volume de requête. C'est ça qu'on fait. Mais il va quand même y avoir un truc principal. C'est sûr que si vous êtes dans l'immobilier et que vous ciblez, je ne sais pas, annonce immobilière Strasbourg, bah, votre mot-clé principal, ça va être celui-là. Peut-être qu'il pourrait y avoir des mots-clés intermédiaires du genre annonce immobilière Chitikheim, annonce immobilière Robertso, et ça va jouer un petit peu comme ça. Mais vous n'allez pas cibler un mot-clé. Parce que de toute façon, le principe même de la sémantique, c'est de toucher un champ sémantique global dans lequel il va y avoir énormément de mots-clés. Donc, une page égale une requête, c'est faux. Voilà, simplement. Alors, on a une question de Fabienne. Quid de la fin des avis sur Google Business Profile en mars 2024? Alors, j'ai pas mal de questions ouais, qui m'est posée. Alors, attention, il y a plusieurs choses à savoir là-dessus. Donc, d'abord, c'est pas la fin des avis, c'est la fin de l'affichage de Google Maps, de la carte Google Maps dans les résultats de recherche. C'est ça qui change. Parce que Google a une position hégémonique et qu'ils ont perdu encore une fois leur procès. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui va changer.
elle disparaît pas complètement de la SERP parce que dans les onglets, là où il y a écrit images, actualité et tout machin, il y aura l'onglet map. Et si on clique dessus, ben, on a la carte qui apparaît. Ce que ça change, c'est en effet sur les recherches locales. Je cherche le fleuriste le plus proche de chez moi. Bah, au lieu d'avoir la carte Google Maps, bah, je vais avoir les résultats qui sont en dessous. Qu'est-ce que ça change? Moi, honnêtement, je pense que c'est un avantage, encore une fois, pour les sites qui font du bon contenu, dont Google, en fait, a confiance d'un point de vue autorité et qui fournissent vraiment de la valeur aux internautes. A contrario, on va dire les sites qui créent des fausses pages, voilà, genre on est à Strasbourg, on est à Chilic, on est à Colmar, on est à Aubervilliers, alors qu'en fait, en réalité, ils ont uniquement une boutique quelque part à Agno. Bah, ces gens-là, ils vont se faire dégager. Alors, je dirais pas que ça va être instantané, mais on va dire que ceux qui abusent du système, et on sait très bien que dans le référencement local, c'est souvent le cas, ils vont se faire un peu éclater parce que en fait, c'est pas utile et ça fournit une fausse information. C'est juste une technique pour couvrir, on va dire, beaucoup de mots-clés locaux. Donc, je pense que ça peut être une bonne nouvelle, encore une fois, pour les créateurs de contenu. Malheureusement, on est un peu dans la situation wait and see parce que, en fait, Google a dit que ça allait disparaître, mais ils n'ont pas expliqué exactement comment. C'est-à-dire qu'ils ont fourni en fait l'information du DMA Act qu'ils sont obligés d'appliquer, mais ils n'ont pas dit voilà comment ça va se passer. Ils ont dit on nous a dit que ça devait se passer comme ça à partir du 1er mars. Donc, on va être obligé d'attendre. Voilà, si ça répond à votre question. Ok, merci. Il y a encore quelques questions, alors je vais juste… Claire qui nous demande est-ce que le VPN est un logiciel? Oui, c'est un logiciel qui s'installe sur votre ordinateur. Donc voilà, il y a plein de VPN qui existent. Je sais pas, je pense à quasiment tous les fournisseurs d'informatique proposent ça. Donc on a Cisco, IBM, voilà, Microsoft peut-être aussi qui en propose. C'est un outil gratuit, il n'y a pas besoin de payer. Voilà, bon, méfiez-vous quand même un petit peu hein, si vous téléchargez sur un site chinois. Il y a un souci, hein, restez en France, voilà, allez sur le site du créateur du logiciel, normalement il n'y a pas de problème. Mais en effet, c'est un outil qui est très simple à utiliser. Bon, je sais qu'il y en a aussi sur smartphone, mais je vous conseille vraiment de le faire sur votre ordinateur. Comme ça, vous avez un contrôle total, vous avez votre antivirus qui est là en cas de problème. Et voilà, ça fonctionne assez simplement, honnêtement. On peut aussi éventuellement dire qu'on peut te contacter, hein, Bien sûr. Dan, pour aller C'est plus ça que loin là. je dis, Je vois que mes tu réseaux as… sociaux, hein. Voilà, si vous avez d'autres questions, si vous voulez plus de précision, passez par Twitter, par LinkedIn. N'hésitez pas à poser vos questions, je réponds avec plaisir, évidemment. Alors, il y a une dernière question là de Marie. Est-ce que Google fournit un site où l'on peut mesurer la confiance qu'il nous porte? Si seulement, ça serait magnifique. Bah, en fait, non, non, il y a pas cet aspect-là. Alors, ça a existé à une époque, avant les années 2010, ça existait. On avait justement un retour qui était fourni par Google. Et en fait, ils ont arrêté, évidemment, puisqu'il y avait des petits malins, notamment SEO, qui utilisaient ça pour manipuler l'algorithme. Donc, non, on ne sait pas. On le sait à partir du moment où tu es bien positionné, à partir du moment où ta position sur des requêtes où il y avait des concurrents qui avaient l'air d'être puissants, bah, tu leur as pris des places. Ça veut dire que tu deviens meilleur. Voilà, c'est comme ça que tu peux le voir. Après, il y a des outils SEO qui permettent d'évaluer, d'estimer l'autorité, mais ça reste qu'une estimation, ce n'est pas Google, ce n'est pas la réalité. Dernière petite chose, dans la Search Console, donc c'est l'outil gratuit qui est fourni par Google, vous pouvez avoir une information sur le nombre de domaines référents qui pointent vers votre site. C'est une indication, si vous voulez, de l'autorité potentielle. Ça, c'est l'information officielle de Google. Ces sites-là font des liens vers vous, on les a vus, on les a reconnus comme tels. Donc, si vous faites par exemple une campagne de relations médias, que vous avez plein d'articles dans les médias et qu'ils n'apparaissent pas dans la Search Console, c'est qu'il y a un problème. En général, bon, ça arrive. Mais ça reste qu'une indication. Voilà. Et après, nous, en tant qu'SEO, ben, évidemment, on a des outils pour essayer d'estimer, d'évaluer le potentiel de ce que pourrait représenter votre autorité dans votre marché par rapport à la concurrence. Quand on estime l'autorité, c'est toujours par rapport aux autres. Le but en Google, c'est d'être premier sur le top 10, mais si on est premier, ça veut dire qu'on a dégagé celui qui était premier. Maintenant, il est deuxième, troisième ou peut-être ailleurs. Donc, c'est tout le temps par rapport aux autres qu'on se situe. Voilà. Ok, merci. Je crois qu'il n'y a plus de… Eh bien, super. Merci en tout cas à tous et toutes. Donc, je vais poster et je vais envoyer aussi à Karine
le support pour que vous puissiez l'avoir. Et voilà, et le replay sera disponible quasiment tout de suite. Hein. Donc, pour ceux qui ont besoin de repasser dessus, n'hésitez pas. Et puis voilà, contactez-nous si vous avez besoin d'informations sur le sujet. Merci beaucoup. Très bien. Je vais juste reprendre la parole très rapidement. Dans le chat, je vous ai partagé le lien vers l'inscription pour le prochain webinaire qui concernera l'intelligence, l'IA générative, hein, comment déployer l'IA dans son entreprise de manière efficace et éthique. Donc, c'est un super complément à ce webinaire qui sera animé par Coralie Simoner, qui est une spécialiste de l'IA. Donc ça sera le 6 février à 11 h, hein, toujours la même heure. Et puis, on a un beau programme aussi pour le premier semestre. Alors, tous les webinaires ne sont pas encore accessibles à l'inscription, mais en tout cas, vous retrouvez ce programme-là. Je vous ai mis le lien aussi dans le chat. Vous retrouvez l'ensemble des thématiques, hein, donc c'est assez riche, hein, sur la cybersécurité, sur le marketing digital, sur les boutiques e-commerce, les abandons de panier en e-commerce, Facebook Ads, la dématérialisation des factures, l'email marketing. Donc voilà, on a un programme assez riche. Les inscriptions seront ouvertes très prochainement. Et une dernière chose, juste vous parler, j'en parle à chaque fois, mais il existe des dispositifs d'aide mis en place par la région Grand Est et l'Eurométropole de Strasbourg et qui vous permettent de financer en partie vos projets numériques, vos dépenses. Donc notamment des dépenses liées à l'optimisation du référencement, à la création de contenu par des prestataires spécialisés, par exemple. Ces aides sont soumises à des critères d'éligibilité liés à l'entreprise, à son activité, à sa localisation géographique également, et au type de projet que vous avez, à la typologie de projet. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter la CCI. Je vais vous donner une adresse mail aussi, je vais vous la partager. Notre adresse mail du service digital, digital@alsace.cci.fr, pour faire le point sur vos projets, sur l'éligibilité de votre entreprise. Et l'intérêt, c'est également de bénéficier d'un diagnostic de maturité digitale par un conseiller CCI, avec un livrable, un plan d'action qui vous permet de mettre des priorités sur les actions, d'avoir une vision court terme, moyen terme, long terme, et pourquoi pas également des idées de budget pour les actions à déployer. Voilà. Donc n'hésitez pas, c'est à disposition, c'est ouvert pour l'année 2024, donc n'hésitez pas si vous avez des projets pour obtenir des financements. Voilà, je remercie encore Dan, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.